Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être à vos côtés pendant ces 2 jours de débat, d'analyse, d'échange autour des 60 ans de la loi Debré. 2 jours pour aborder les apports et les limites de ce texte qui a changé l'école, qui a changé la France. Alors bien entendu, on vient de vous le dire, tout au long de ce congrès, vous pourrez interpeller nos invités et nourrir un mur interactif qui servira de livre d'or en envoyant vos réactions et vos questions par SMS au 07 67 50 80 79 ou bien sur Twitter avec le hashtag SNEL 2019. Alors précisément, nous allons recevoir notre première invité, une personnalité politique qui connaît les dossiers d'éducation sur le bout des doigts, y compris parce qu'elle a été longtemps professeure de lettres classiques, une femme politique de premier rang, vice-présidente LR de l'Assemblée nationale et membre de la commission éducation et culture. Alors avec cet élu, eh bien, on va évoquer un principe au cœur de la loi Debré, à savoir la liberté de l'enseignement et les liens qui unissent précisément cette liberté au fondement même de notre démocratie. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir Annie Genevard. Bien, Monsieur le Président, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs, c'est la 2e fois que je me retrouve dans cette situation d'ouvrir vos travaux et je voudrais remercier pour cette invitation. Je garde un excellent souvenir de ma précédente expérience et je suis heureuse de vous y retrouver. Ça me permet de saluer ceux que je connais, avec qui j'ai pu être amenée à travailler. Je pense en particulier à votre président qui vient de la même région que moi, donc permettez-moi ce salut un peu chauvin. Et je voudrais saluer également François-Roger Gauthier, avec qui j'ai eu le plaisir réel de travailler au sein du Conseil supérieur des programmes, même si je l'ai quitté un peu plus tôt que d'autres, eh bien, je garde tout de même un excellent souvenir des débats de fond que nous avons pu avoir, et en particulier ceux que j'ai eus avec Roger-François Gauthier. Alors, le sujet auquel vous m'avez invité de réfléchir et sur lequel je ferai cette intervention, ce n'est pas l'historique de la loi Debré, puisque j'ai cru comprendre que d'autres intervenants beaucoup plus compétents que moi en matière historique, s'y livreraient. En revanche, la question que je suis amenée à explorer avec vous, c'est la question du pluralisme éducatif au service de la démocratie. Au fond, si on voulait problématiser un peu la question, en quoi le pluralisme éducatif est-il une bonne chose pour le fonctionnement de notre démocratie? Alors, sur cette notion de pluralisme éducatif, d'abord, c'est un droit qui est inscrit dans notre Constitution, et sans doute avez-vous entendu cet extrait de la Constitution dans vos travaux ce matin. La phrase extraite de la Constitution qui résume le sujet est la suivante, et je pense qu'il est important de la rappeler. L'État proclame et respecte la liberté d'enseignement et en garantit l'exercice. C'est la formulation d'un droit constitutionnel auquel nous continuons de nous référer et auquel nous nous sommes référés encore récemment sur la question du hors-contrat, la création des écoles. J'y reviendrai. Donc c'est bien un droit inscrit dans notre Constitution, c'est aussi un fait. C'est un fait inscrit dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire éducative de notre pays, admis depuis 60 ans maintenant par la loi Debré, qui, par cet acte législatif, mettait fin, au moins provisoirement, au débat qui avait divisé la France entre les tenants de l'enseignement exclusivement public et ceux de l'existence d'un enseignement privé.
Donc cette loi Debré qui reconnaît le pluralisme éducatif, il est l'acte fondateur de la reconnaissance du pluralisme éducatif. Et je dois dire qu'aujourd'hui, si j'en juge par mon expérience de maire, j'ai été maire de Morteau pendant 15 ans, contrainte d'abandonner cette fonction à laquelle j'étais infiniment attachée par la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives avec des fonctions législatives. Mais tout le temps où j'ai été maire et avant adjointe à la culture, puisque moi je suis entrée dans la vie publique par la culture, eh bien, j'ai pu constater le climat qui régnait dans ma ville et puis après dans ma circonscription entre l'enseignement public et l'enseignement privé, sous contrat essentiellement. Et je dois dire que ce débat a toujours été, enfin ce dialogue avec les établissements privés a toujours été des plus constructifs. Et toutes les politiques publiques que j'ai été amenée à mettre en place étaient exactement identiques entre l'enseignement privé et l'enseignement public. J'ajoute que j'ai toujours cherché à adopter à cet égard une attitude équanime entre les uns et les autres, et même lorsque la loi nous interdit d'intervenir sur l'investissement, comme vous le savez, eh bien, je me suis efforcée d'apporter des réponses sans contrevenir à la loi, mais en aidant les établissements privés qui me semblaient tout à fait méritoires, de façon à ce qu'ils ne soient pas pénalisés. Donc ce dialogue, il est aujourd'hui largement apaisé et je trouve que c'est un signe de maturité démocratique et il faut le souligner. Je pense que l'enseignement, le pluralisme éducatif et l'existence d'un système privé d'enseignement est utile. Je rappelle que, mais ça vous le savez, puisque c'est votre quotidien professionnel, l'enseignement privé scolarise plus de 2 millions d'élèves. Et imaginons, par hypothèse tout à fait improbable, que l'État soit obligé de scolariser d'un coup 2 millions supplémentaires d'élèves, il est bien évident qu'il serait dans les plus grandes difficultés. Donc l'enseignement privé scolaire scolarise 2 millions d'élèves, c'est dire toute l'importance qu'il revêt dans notre système éducatif. Je crois, il est bon de le rappeler. Alors, je crois que le pluralisme éducatif est souhaitable. Il est souhaitable parce qu'il permet d'offrir des alternatives pédagogiques. Il peut être aussi un moteur d'innovation. Dans la plupart des établissements privés, peut-être parce que la culture de l'innovation, de l'expérimentation y est mieux ancrée, on voit des expériences que parfois nous ne trouvons pas dans l'enseignement public. L'encadrement y est souvent plus présent et j'observe que lorsque l'on rencontre des parents, c'est un élément qui pèse terriblement dans le choix qu'ils font du privé. Un meilleur encadrement, c'est une attente des familles parce qu'ils considèrent que l'école doit véritablement non seulement instruire, mais également éduquer. Et que l'encadrement, la présence forte de l'encadrement est quelque chose d'important. Je me souviens que dans les contacts que j'ai pu avoir avec les responsables de l'enseignement privé, certains me disaient que, et même de l'enseignement public, certains me disaient l'intérêt du préfet des études, l'intérêt d'avoir un personnel d'encadrement dans les étages, toutes choses qui peuvent exister parfois dans l'enseignement privé, mais qui n'a pas véritablement de culture dans l'enseignement public. Et puis, une des caractéristiques de l'enseignement privé, c'est quand même l'implication des parents. Moi, je le constate, c'est comme ça, c'est un fait. Je m'en réjouis parce que je pense que l'implication des parents est une bonne chose, mais je le vois dans les écoles privées, les parents sont partie prenante, peut-être parce que, et c'est une question que nous avions explorée d'ailleurs au moment du débat sur la présidentielle. Faut-il confier la présidence du conseil d'administration dans le public à des personnels non enseignants, à des personnels
qui ne soit pas de l'éducation nationale, de façon à impliquer davantage les parents, puisque dans l'enseignement privé, ce sont généralement des non-enseignants qui assument la présidence des conseils d'administration. Et ça change beaucoup de choses. Et ça change énormément de choses dans l'implication des parents. Et moi, je pense que l'implication des parents est une bonne chose et il faut l'encourager chaque fois que l'on peut. Et puis, ne nous le cachons pas, et à mon sens, c'est quelque chose d'utile également, le retour à la religiosité, il trouve matière à s'épanouir davantage que dans le public. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles, dans les établissements d'enseignement catholique, on voit de plus en plus d'enfants de religion musulmane, parce que les parents reconnaissent dans les établissements d'enseignement catholique une ouverture d'esprit aux faits religieux plus grande, en tout cas plus manifeste, que dans le public. Et puis enfin, l'enseignement privé offre des résultats intéressants. Alors, je voudrais prendre un exemple, c'est l'enseignement agricole. Je me suis beaucoup intéressée à l'enseignement agricole parce que moi, j'ai beaucoup d'établissements privés d'enseignement agricole sur ma circonscription. Je les fréquente régulièrement et je vois à quel point c'est une école de la réussite. Pour des raisons d'implication, de lien entre les milieux professionnels et les établissements scolaires, l'implication des élèves, une certaine pédagogie, l'expérimentation concrète. Enfin bref, je vois que c'est une école de la réussite et qui est à 60% privée. Permettez-moi une petite anecdote. Lorsque nous avons étudié la loi d'avenir agricole, le ministre de l'époque, Stéphane Le Foll, il y avait 2 articles qui concernaient l'enseignement agricole. Il n'a pas pu prononcer une seule fois le mot d'enseignement privé. Pas une seule fois. Il a parlé du service public de l'enseignement agricole. Bien sûr que vous êtes des acteurs du service public de l'enseignement, mais vous voyez que c'était une façon de ne pas reconnaître la part et l'apport des établissements privés à l'enseignement agricole. Et à plusieurs reprises, moi je me suis efforcée de le rappeler. Pourquoi ? Non pas pour réactiver une quelconque guerre privée-publique, naturellement, nous nous réjouissons tous de cet apaisement entre ces deux univers, mais tout simplement parce que les moyens dévolus ne sont pas les mêmes. Et qu'il y a là profondément une grande injustice, alors même que l'essentiel de l'enseignement agricole est privé, il mérite, et qu'il a fait ses preuves, il mérite donc la considération du public, enfin de l'engagement public en matière de moyens. Et enfin, le pluralisme éducatif, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, est un phénomène en expansion. Alors, il est un phénomène en expansion pour de bonnes raisons ou pour des raisons plus préoccupantes. Je crois qu'il faut pouvoir également aborder les sujets préoccupants. Alors, pour de bonnes raisons, parce que l'enseignement privé offre des pédagogies alternatives. En cela, d'ailleurs, il n'est pas le seul. On voit aussi dans l'enseignement public, et j'échangeais avec le ministre de l'Éducation nationale, qui me disait qu'il était tout à fait favorable à certaines pédagogies alternatives type Freinet ou Montessori, et que même dans l'enseignement public, il y a aujourd'hui des expériences qui sont conduites en la matière. Donc, un phénomène en expansion autour de pédagogies, je dirais, un peu différentes. Elle monte en puissance sous l'effet des parents qui sont avant tout préoccupés par le bien-être de leurs enfants. La notion de bien-être de l'enfant a pris une importance considérable et il voit dans ces pédagogies davantage d'éléments de réassurance que dans les pédagogies plus traditionnelles. L'enseignement privé peut permettre aussi de prendre en charge des élèves à profil particulier, que ce soit les surdoués ou les enfants autistes. On voit se développer un enseignement privé pour ce type d'élèves. Ou dans des territoires socialement défavorisés, qui proposent des expériences, je pense à Espérance banlieue, mais il y en a d'autres, ou alors des élèves en échec scolaire,
qui sont gravement en échec scolaire et que les parents retirent du service public pour les mettre dans des établissements privés qui leur semblent mieux à même de pouvoir répondre à ces questions. Alors je vois dans cette expansion de l'enseignement privé aussi une tendance un peu au consumérisme des parents, si vous me permettez l'expression. D'ailleurs, dans la très intéressante enquête qui a été conduite sur le moral des chefs d'établissement, peut-être avez-vous vu passer cette enquête, elle a été réalisée essentiellement dans le public, mais vous avez en partage les mêmes tâches, donc on voit bien qu'une des sources de burn-out des chefs d'établissement est la maltraitance dont ils sont l'objet de la part de certains parents. Donc les parents sont de plus en plus regardants sur l'enseignement qui est délivré à leurs enfants et ils cherchent dans l'offre éducative et dans le pluralisme éducatif une réponse qui soit mieux adaptée à leurs enfants, qui colle mieux à la réalité. Donc ça peut être lu comme une bonne chose, ça peut aussi donner lieu à un certain nombre de dérives. Au fond, notre école, elle a toujours mêlé les publics, et des écoles qui seraient trop spécialisées, qui fonctionneraient en silo par spécialité, auraient aussi ces inconvénients. Alors, ce phénomène en expansion, il l'est aussi peut-être pour des raisons plus problématiques, plus difficiles. C'est d'abord la défiance à l'égard du public. Et moi, je crois, c'est d'ailleurs une des choses que j'avais vraiment assez fermement exprimée lorsque j'étais en charge de l'élaboration des programmes éducatifs dans ma famille politique. Je suis membre des Républicains. J'ai été responsable thématique lorsque Nicolas Sarkozy était président de notre mouvement. Et j'ai également travaillé avec les équipes de François Fillon lorsqu'il a été désigné pour représenter notre famille politique à l'élection présidentielle. Donc j'avais beaucoup insisté sur le fait que pour ne pas voir se rallumer une certaine forme de, non pas de guerre, mais de méfiance réciproque entre le public et le privé, il fallait un secteur public fort. Et pour en avoir parlé avec les responsables éducatifs de l'enseignement libre, ils en étaient tout à fait d'accord. Seul un service public de l'enseignement public fort peut permettre de voir sans crainte une offre pluraliste, une offre privée se développer. Parce que rien ne serait plus, à mon sens, problématique qu'un affaiblissement de l'enseignement public et un grossissement de l'enseignement privé, les deux se mettant de facto en situation de rivalité. Mais c'est un fait, mesdames et messieurs, il faut le reconnaître sans être désobligeant à l'égard de quiconque, et les chiffres en attestent. L'évolution des effectifs entre 2010 et 2017 est extrêmement claire. On voit, et vraiment de façon très sensible, les effectifs de l'enseignement privé catholique progresser substantiellement en 2015. Le mouvement s'amorce en fin 2014, culmine en 2015 et 2016, décroît légèrement en 2017. Et c'est un moment où on voit surgir dans le débat public, nous en avons nous-mêmes été les acteurs, chers amis, au moment du CSP, on a vu se multiplier les polémiques sur l'école. J'entrerai pas dans le détail, vous les connaissez comme moi. Qu'il s'agisse du Conseil supérieur des programmes, qu'il s'agisse des ABC de l'éducation, qu'il s'agisse de l'enseignement des langues des communautés d'origine, qu'il s'agisse de la réforme du collège, c'est la période où se sont concentrées les polémiques, à tort ou pas, mais où se sont concentrées les polémiques. Il faut que je conclue. Ça nous permettra d'avoir un petit temps d'échange. Si vous avez besoin de partir rapidement pour l'Assemblée où vous attendent les questions au gouvernement. Je vais terminer. Donc, on voit bien qu'on est passé, par exemple, en 2015, les effectifs ont cru de 18 000 personnes. Donc, c'est quand même un phénomène significatif. Alors,
la question que vous posez, le pluralisme au service de la démocratie. Oui, bien sûr, c'est ainsi que les Français le considèrent. Les Français considèrent qu'on ne doit pas toucher au pluralisme éducatif. Du reste, ils l'ont exprimé au moment de la loi Savary, vous le savez bien, qui a contraint le président de la République, puisque c'est lui qui a pris la décision, à reculer. Et puis, on a vu aussi ressurgir le débat sur le hors-contrat lorsqu'il s'est agi du passage d'un système de déclaration à un système d'autorisation. Et là, le Conseil constitutionnel a tranché la question en considérant que l'autorisation préalable était une entrave au pluralisme, une entrave au principe constitutionnel de pluralisme éducatif. Et je crois que les Français sont profondément attachés à la liberté de choix de l'école pour leurs enfants. Mais il y a un certain nombre de phénomènes qui émergent, qui bousculent cette idée. On voit émerger des écoles qui, il faut bien le dire, ne sont pas conformes aux principes qui irriguent notre conception de l'éducation, notamment l'essor d'écoles hors contrat. On ne peut pas ignorer que le hors contrat a cru de 70%, et que dans ce hors-contrat, il y a des établissements d'enseignement privés, confessionnels, ce qui n'est pas un problème en soi. Une école confessionnelle n'est pas un problème en soi, évidemment, mais la progression fulgurante des écoles avec la crainte de l'ancrage des écoles coraniques, salafistes, qui professent des enseignements qui visent à isoler les enfants de la société, interroge et inquiète. Du reste, et ça a été l'objet d'une question que j'ai posée au gouvernement il y a peu, on observe des signes de radicalisation, y compris dans les établissements sous contrat ou dans les établissements d'enseignement public. On voit de plus en plus de matières remises en cause, de comportements attestant d'une forme de sécession ou de séparation avec les principes qui doivent guider les grands principes de notre démocratie et de notre système éducatif. Alors, la proposition de loi de la sénatrice Gatel a tenté de mieux encadrer les procédures d'ouverture, de fermeture et de contrôle de tous les établissements, pas seulement les établissements, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, mais de tous les établissements hors contrat, mais il est clair qu'on a aujourd'hui un certain nombre de préoccupations et d'inquiétudes, et je crois que le ministre en est conscient. Alors, ce sont des sujets très éruptifs, vous le savez bien, qui, dès lors qu'ils sont abordés, vous valent des bordées de reproches, mais néanmoins, je pense qu'il ne faut pas les ignorer, et que lorsqu'il y a des problèmes dans la délivrance des enseignements, il n'est pas normal que certains enfants reçoivent des enseignements dans les écoles coraniques le soir qui soient à l'inverse de ce qu'on leur a délivré dans la journée, parce que on obéit à d'autres lois que celles de la République. Voilà. Donc, c'est les quelques mots que je voulais vous dire. Excusez-moi d'avoir été un peu longue. Je vous remercie de votre attention. J'essaie juste... vous pouvez applaudir Annie Genevard. Et je vous propose de venir vous installer au coin salon à mes côtés. J'essaie juste de veiller à votre emploi du temps parce qu'il y a les questions au gouvernement qui débutent tout prochainement. Donc, on tient à avoir un petit temps d'échange avec la salle. Merci pour la richesse de vos propos, des propos qui, j'imagine, ont beaucoup d'écho dans la salle. Alors, Louise Brault, qui est chargée de communication au SNEL, s'est occupée de collecter vos réactions et vos questions par SMS et sur Twitter. Bonjour Louise. Une première question. La première question, le législateur envisage-t-il des modalités pour assurer une égalité de moyens aux établissements privés? Alors, le législateur n'est pas une entité univoque. Vous savez que moi j'appartiens à un groupe politique qui est dans l'opposition, et sur ce point, nous n'avons pas varié. Nous avons toujours demandé pour l'enseignement privé les mêmes moyens que pour l'enseignement public. Mais je dois dire que cette question, à la fois sous le précédent gouvernement et sous l'actuel gouvernement, ne va pas de soi. Donc, le législateur que je suis continuera de le demander, mais pour l'instant, notre cause peine à être entendue. Qu'est-ce qui bloque? Ce sont des contraintes budgétaires?
Alors je crois que ce qui bloque, il y a à la fois effectivement les contraintes budgétaires, mais au-delà des contraintes budgétaires, je pense qu'il y a le souci pour la majorité, le gouvernement, les gouvernements, de ne pas réouvrir une guerre. Voilà, la crainte, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on ne veut pas réouvrir le 80-20. 80-20, c'est une loi non écrite, hein. Oui, vous ne trouverez pas dans le Code de l'éducation le 80-20. Enfin, je m'avance peut-être, mais je ne crois pas. Donc, ça fait partie des choses qui sont communément admises, qui sont les moyens de la paix. Et je pense que ceux qui ne veulent pas dédier des moyens égaux, c'est par crainte de voir se réouvrir le conflit. Parce que malgré tout, même si c'est assez paisible, c'est toujours prêt à ressurgir. Par exemple, sur le réaménagement du temps scolaire, le privé n'était pas assujetti aux mêmes règles que le public, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, hein, vous voyez, les enfants partent dans le privé parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous, ils devraient avoir les mêmes contraintes que nous. Voyez, donc il y a toujours quand même ce fond de possible rivalité. Donc voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle... D'autres questions ? Pluralisme, oui. Alors pourquoi différence de traitement avec le public ? Mais oui. Surtout qu'on parle du service public de l'enseignement pour désigner de façon égale le public et le privé. Ils contribuent chacun au service public avec un nouvel acteur qui monte en puissance qui est le hors contrat, qui lui n'a aucun moyen du tout de la part de la puissance publique. C'est aussi un sujet, ça. Il y a un hors-contrat qui fait un travail très utile. Je pense aux écoles... on pourrait parler de l'école des mousses, on pourrait parler des écoles de production, on pourrait parler... j'ai évoqué Espérance Banlieue, qui travaille dans des secteurs extrêmement difficiles. Donc, ils font œuvre utile. Mais ils ne sont pas du tout reconnus, pour le coup, en tout cas, pas par les fonds d'État. Ils peuvent être reconnus et aidés un peu par les collectivités territoriales, mais c'est tout. Donc oui, il y a une inégalité pour des raisons historiques, mais M. Lelièvre l'expliquera certainement, j'imagine. Alors, on pourrait imaginer que ces établissements hors contrat puissent, comme les autres, demander à passer sous contrat, moyennant quelques contraintes. Alors oui, mais ils peuvent aussi vouloir rester dans le hors-contrat qui leur garantit Exactement. Une plus grande liberté d'expérimentation que le contrat. Alors, je me souviens de vous avoir interviewé pendant la dernière campagne pour la présidentielle de 2017, et vous me disiez ce serait pas mal de trouver un moyen de financer aussi, d'apporter des financements publics aux établissements hors contrat. Vous êtes toujours sur la même ligne ? Alors, je suis toujours sur la même ligne, mais tout de même à quelques conditions. Et c'est là toute la difficulté de l'opération. C'est-à-dire que dès lors que vous prenez une disposition législative, en vertu de la généralité, la portée générale de la loi, évidemment, son application peut être très large et peut réserver éventuellement de mauvaises surprises. Donc il faut que ça se fasse sous certaines conditions. Ça peut être sur les territoires à besoins sociaux particuliers. Ça peut être en vertu de certains engagements, d'un contrat, mais dans un sens un peu différent. Mais il faut contractualiser. L'aide de l'État ne pourrait pas être mobilisée sans condition. Ça, c'est impossible. Mais je dois dire qu'en la matière, les esprits peinent à avancer. C'est une question difficile. Mais il y a des aspirations légitimes de la part d'un hors-contrat qui est utile, qui va là où parfois on ne va pas assez. En imaginant une telle évolution, est-ce que cela ne signerait pas la fin du contrat d'association tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Non, je ne crois pas du tout, parce que les écoles sous contrat aujourd'hui sont bien installées dans le dialogue avec l'État.
Et je ne vois pas dans quelle mesure elles auraient intérêt à en sortir. Elles sont parfaitement à l'aise dans le contrat qu'elles ont conclu avec l'État et je ne vois pas de raison qu'on modifie ce type de relation. L'interlocution entre les uns et les autres se fait bien. Les établissements vivent sereinement ce contrat. Je ne vois pas pourquoi. Mais je ne vois pas pourquoi non plus on ne pourrait pas imaginer d'autres formes de contractualisation. C'est notre côté un peu immobiliste des choses. Alors, Louise Brault, d'autres questions Oui. ou réactions? Pourquoi les zones prioritaires ne concernent pas le privé? Classe dédoublée? Bien sûr, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Même si la sociologie de l'enseignement public, de privé sous contrat, il y a des études, c'est très renseigné. On voit bien que la sociologie de public n'est pas exactement la même du public au privé. Maintenant, il y a des établissements des établissements privés en zone prioritaire qui pourraient utilement bénéficier de ces dispositions. Maintenant, si l'aide de l'État se traduisait pour vous en termes d'obligations, comme on le voit d'ailleurs de plus en plus, imaginez que vous puissiez bénéficier du dispositif classe dédoublée, mais qu'en contrepartie, on aille regarder sur votre recrutement en vous disant... Bon, d'accord, classe dédoublée, mais à condition que votre recrutement d'élèves obéisse à telle catégorisation, peut-être ne seriez-vous pas d'accord? Ah, ça, je ne sais pas, peut-être qu'on aura des réactions dans la salle d'ici quelques instants, par SMS ou sur Twitter. Louise Brault, pas de questions supplémentaires pour l'instant. Est-ce qu'il y a des freins autres que financiers au pluralisme scolaire à ce jour? Est-ce qu'il y a des freins autres que financiers? Est-ce qu'il y a des freins administratifs, des normes à remplir? Alors, oui, la loi a changé. Je vous parlais de la proposition de loi Gatel. Elle simplifie à la fois l'ouverture, parce qu'avant, il y avait 3 régimes d'autorisation. Elle simplifie, mais elle contrôle davantage. Donc, moi, le contrôle ne me pose pas problème. Je pense qu'il est normal qu'on contrôle les établissements hors contrat. Pour le contrat, est-ce qu'il y a des freins autres que financiers? Je ne sais pas, je serais tentée de retourner au chef d'établissement la question que vous me posez parce que j'ai enseigné, mais dans le public, donc je connais moins les contraintes du privé. Dans les contraintes que je vois que souvent ils ont des bâtiments anciens qui sont compliqués à mettre aux normes, qui sont compliqués à chauffer, qui sont lourds à rénover. Donc c'est effectivement des contraintes financières et matérielles, mais essentiellement sur le bâti. Qu'est-ce que vous attendez de plus, de différent de la part de l'enseignement privé sous contrat ? Moi, ce que j'attends, c'est qu'ils gardent une forme d'indépendance. Je pense que c'est utile et on rejoint la notion de pluralisme, pluralisme dans le choix des parents, mais pluralisme aussi dans la façon de faire. Il y a dans l'enseignement privé une tradition de liberté, d'expérimentation qui est rafraîchissante et qui peut être stimulante pour l'ensemble du système éducatif. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai souvent observé que lorsqu'on s'adressait à l'enseignement privé, il y avait une réactivité aux propositions qu'on pouvait leur faire en matière culturelle, par exemple, en matière d'éducation artistique et culturelle. Moi, j'ai énormément travaillé sur ces sujets. Ça fait 20 ans que dans ma ville, on fait de l'éducation artistique et culturelle pour tous les enfants et les jeunes scolarisés dans la ville. Et ça marche très, très bien. Et j'observe que il y a une appétence et une réactivité, il y a moins de clôture, il y a moins de barrières quelquefois. Et je pense que voilà, si je pouvais vous me livrer à cette invite, je vous dirais cela. Je vous dirais aussi que on voit bien que notre pays et notre société, elle est traversée par une quête de sens, quel que soit le sens que l'on donne à cette quête de sens. Et moi, je pense que l'enseignement privé a peut-être
par nature, davantage investi cette question de la quête de sens. Et elle est essentielle pour moi. Elle est fondatrice, elle est refondatrice. Le troisième point que je voudrais évoquer, qui est à mon sens à l'origine d'une partie des difficultés que nous traversons, c'est la fragilisation de la famille. Je pense que la fragilisation de la famille est un gros problème, soit que les familles, enfin je ne veux pas entrer dans le débat les familles, hein, c'est pas du tout l'objet de... Quand je parle de fragilisation de la famille, c'est le fait... Enfin moi quand j'ai élevé mes enfants, et pas seulement parce que j'étais enseignante, je n'ai jamais pris le parti de mes enfants contre les enseignants. Je ne suis jamais allée voir un chef d'établissement pour protester. La seule fois où ma fille a été collée, parce que c'était une colle collective, je l'avais prévenue que je doublais la mise. Donc, alors, je me dis maintenant, j'ai été quand même... Ça, c'était j'ai été quand même très sévère. Il y a bien longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne fait plus ça. Non, pas 40 ans, vous êtes un peu rude. Il y a bien longtemps. J'ai dit, c'est ce qui se pratiquait il y a bien longtemps. On nous raconte toujours que quand les enfants venaient avec une punition, les parents doublaient. Oui. Vous aviez un attachement à la tradition. Moi, j'ai été élevée comme ça, ça m'a pas si mal réussi. Donc, loin de moi l'idée de dire des choses désagréables, pas du tout. Non, je vous chine un peu, Monsieur Perron. Mais donc, je pense que, et vous voyez, je pense que le ministre de l'Éducation a raison de parler de l'école de la confiance. D'ailleurs, je revendique un petit bout de la paternité de cette expression parce que quand nous avions élaboré notre programme, j'avais posé comme objectif la restauration du lien de confiance entre la nation et son école. Je pense que c'est un gros problème et un gros risque quand la nation perd confiance en son école. La nation, j'entends les Français. Et je crois que les familles, le lien entre l'école, les familles et les enfants est très important. Vous savez, quand on travaille avec les services sociaux, vous savez quelle est la première, enfin dans mon territoire, la première difficulté qui est pointée par les services sociaux? C'est la mésentente des parents. C'est la mésentente des parents. Les directeurs de centres sociaux, ils vous disent, c'est les cas les plus fréquents que l'on voit, c'est la mésentente des parents et les répercussions que cela a sur les enfants, donc sur leur scolarité. Il faut le dire aussi. Donc, moi, je pense que la médiation familiale est quelque chose de très important parce que les parents ne savent plus gérer leurs conflits et l'enfant est souvent l'otage, le témoin, parfois la victime de ces violences. Je pense que la fragilisation de la famille est vraiment un point nodal dans la réflexion sur l'école. Donc, justement, pardonnez-moi. Donc, l'invitation que je fais, c'est continuer à travailler avec les familles parce qu'associer les familles à l'enjeu éducatif de leurs enfants, il y a des parents qui se désintéressent, qui se détournent des enjeux éducatifs. Il faut le dire aussi, ce n'est pas parce qu'on est parent qu'on est nécessairement bons parents. C'est une évidence. Et donc, toujours impliquer les parents dans l'importance éducative, moi je crois que c'est très important. Donc si je vous résume, à la fois innover, utiliser la liberté que vous laisse le contrat d'association, la question du sens, mais ça vous connaissez, c'est dans votre ADN aussi, et puis est-ce que réellement l'école doit être là pour aider les parents à être, comme on le dit souvent, les premiers éducateurs de leurs enfants? Oui, je le crois. Parce que l'école a déjà beaucoup de choses à faire. Alors si on demande en plus à l'école d'aider les parents à être des parents et pas juste des parents d'élèves... Non, mais les impliquer. Comme vous savez le faire. Alors, peut-être, avant de vous laisser partir pour l'Assemblée, si aujourd'hui on devait refaire une loi Debré, quels seraient les rapports que vous aimeriez voir entre l'État et puis les établissements publics? Moi, je poserais la question de la parité de traitement, quand même, parce qu'elle est quand même au centre de vos préoccupations. Je poserais le principe de l'expérimentation et de la liberté, non pas que la notion de liberté soit absente de l'enseignement public. La liberté pédagogique, elle est inscrite aussi dans la loi. Elle a été inscrite par Fillon lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Mais
Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi elle a été inscrite à ce moment-là. C'est parce qu'il y a des professeurs qui ne pouvaient pas enseigner la lecture comme ils le souhaitaient, et notamment en recourant à des méthodes plus traditionnelles, parce qu'ils voyaient l'échec de la méthode globale. Et comme ils n'avaient pas la liberté d'utiliser d'autres méthodes que celle-là, la liberté pédagogique a été réinscrite dans la loi. Enfin, je le tiens de l'ancien ministre lui-même, donc je pense qu'il savait de quoi il parlait. Donc cette notion de liberté, d'expérimentation pourrait peut-être utilement figurer. Et puis je pense aussi que peut-être la loi traiterait-elle également la question du hors-contrat ou d'autres formes de contrat, peut-être. Écoutez, Annie Genevard, merci beaucoup pour la richesse de cet échange. On vous laisse filer à l'Assemblée.